bienvenue, chers amis. Ce soir, je mets du soleil dans votre télévision. J'ai invité pour vous une amie, Tekle Dokas Ketchafo-Fonja. Bonsoir, bonjour, dépendamment de l'heure où on t'attrape. Comment vas-tu, Dokas? Je vais très bien. Bienvenue. Merci. Dokas, on voit bien que tu n'es pas une Canadienne pure laine. Ça se voit. D'où viens-tu? Je viens du Cameroun. Il y a longtemps que tu es ici au Québec? Exactement, arrivé le 25 mai 2023. Alors, ça fait pas tout à fait un an. Pas tout à fait un an. Moi, j'ai envie de tout savoir sur ton pays. J'ai envie que de ton point de vue, on présente ton beau pays à nos amis d'ici, de Victoriaville. Tu viens du Cameroun. C'est un pays de l'Afrique centrale? Oui. Populeux, non? Populeux, ça dépend. Vas-y, explique-nous. Dans certaines villes, on est quand même très nombreux. Comme par exemple dans la ville où toi tu vivais? Dans la ville où moi je vivais, qui est Douala, la capitale économique, on est très, très, très nombreux. Beaucoup. Tu me racontais les embouteillages. Ça peut durer longtemps? Ça peut durer très, très, très longtemps. En nombre d'heures même? Oui, il arrive qu'on peut rester 3 heures au même endroit. Sans bouger? Sans bouger. Il y a des gens autour des voitures. Beaucoup se déplacent en moto. Il y a des motos chez nous qui font le transport, qui portent parfois 2, 3, voire 4 personnes. C'est arrivé sur une moto. Ah là là! De tout. De tout. De tout. Mais d'où, toi, Dokas, tu es né de parents. Quelle était la profession de tes parents? Mes 2 parents, ils étaient infirmiers. Ils se sont connus à l'école. D'infirmiers, oui. Ils étaient sur les mêmes bancs d'école. Belle histoire d'amour. Bon, histoire classique. C'est quoi l'histoire classique? L'histoire classique de camarades de classe qui tombent amoureux, qui, après l'école, choisissent la même destination. Et c'est comme ça qu'ils fondent leur famille. Tu as beaucoup de frères et sœurs? Oui, nous sommes 8. 8 enfants. Quel rang es-tu dans la famille? 5e né. Nous sommes 8 enfants. J'ai 3 frères, j'ai 4 sœurs. Nous sommes 8. Est-ce que maintenant, vous êtes tous encore... Toi, tu es au Québec. Où sont tes frères et sœurs? J'ai un frère à Montréal qui est arrivé environ 3 semaines après moi avec sa famille, son épouse, ses 3 enfants. Et le reste de la famille, ils sont au Cameroun. Alors, ton père, ta mère se rencontrent, 8 enfants. Toi, tu grandis toujours en ville? Tu n'as jamais vécu à la campagne? Mes parents étaient plutôt des gens de la campagne. Ah bon? Oui. Ils ont toujours vécu à la campagne. Toute leur vie, après les études, ils ont choisi une destination qui était à la campagne pour s'installer. Parce que ça faisait comme bien pour éduquer, pour l'éducation des enfants. Donc, c'est quand je termine mon baccalauréat qui est comme le diplôme d'études secondaires au Québec, l'équivalent à peu près. Quand je le termine, je dois aller à l'université. C'est comme ça que je quitte mes parents à l'âge de 16 ans. Je m'en vais louer à la ville, à la capitale politique. Je m'en vais d'abord à la capitale politique. C'est où je vais faire mes études universitaires. Tu as choisi quelle voie? J'ai étudié la chimie à l'université. Ah bon? J'ai étudié la chimie. Ça t'attirait? C'est vrai que c'était pas un choix voulu. Parce que mon père était de ceux qui pensent que l'avenir, c'est... faut investir sur le garçon. Une fille, c'est pas... Ah oui. Oui. Ça existe beaucoup. Oui, pas chez nous, ça existe quand même beaucoup. Mon père, il a longtemps pensé que quand on est une fille, on doit pas avoir le même droit même droit à l'éducation qu'un garçon, parce qu'un garçon, c'est lui qui est comme l'héritage. Soutien de famille. Soutien de famille. Pourtant, il nous rappelait tout le temps, il dit une fille, ça va se marier, ça pense qu'à son mari et ses enfants. Ça vaut pas la peine d'investir sur une fille. Ah, heureusement, bon. Il a changé d'avis en vieillissant. Oui? Oui. Et toi,
Toi-même, tu as eu 3 filles. Oui, oui, j'ai eu 3 filles. Ils souhaitent qu'elles étudient maintenant? Oui, là, il souhaite. Ah, Rendu bon. là, il est quand même, il se dit, si c'était à refaire, il me donnerait peut-être le même droit à l'éducation que mes frères. Ah bon. Mais donc, tu as choisi chimie parce que c'était moins coûteux? C'était comme le public, c'était ce qui était moins coûteux. Ah Parce oui, que tous mes d'accord. frères ont eu une éducation privée. Ils payaient de bonnes écoles privées, des bonnes écoles d'ingénieurs pour mes frères. Oui. Ah oui, Mais nous, les d'accord. filles, Mhm. on n'avait pas droit à ça. Non, ils ne pouvaient pas se le permettre. Ah oui, je comprends. Ils disaient, vous êtes nombreux, il faut choisir. Et les garçons, C'est l'école. c'est des valeurs sûres. C'est sûr que son garçon, ça reste son garçon. Pourtant, il dit une fille, une fois qu'elle est amoureuse, non, on ne peut pas compter sur elle. Donc, il n'avait pas vraiment le goût d'investir dans l'éducation de nous, comprends. ces filles. Dans l'éducation publique, je me retrouve à faire chimie. Il me dit, bon, même si tu n'aimes pas choisir le moins pire, Le moins pire. choisis le moins pire à l'université, c'est moins coûteux, c'était moins dispendieux pour lui. Il s'est dit, bon, dans nous, toutes les filles, quand on avait le baccalauréat, qui est le diplôme d'études secondaires ici, il n'y avait pas vraiment le choix, c'était vas-y Ok. au public. Alors, tu as fait chimie. Chimie Ça à t'a amené l'université. à faire quoi? Parce que tu as bien réussi. Tu étais intéressée, toi, par les études? Ça m'intéressait pas vraiment la chimie. Non. Et vu que j'ai eu mon baccalauréat très tôt, je rêvais dans ma tête de petite fille. Je me disais, bon, je vais faire de belles choses. Ça a été comme la désillusion. Donc, du coup, la première année, je l'ai quand même assez T'as mal trouvé ça vécu. difficile Et ça a été comme mon premier chèque. parce que tu n'étais pas dans ta voie. J'aimais pas ça et c'était un peu... Chez nous, l'université, c'est vraiment où tous ceux qui n'ont pas préparé l'après-bac s'en vont comme se déverser. Même les enseignants, ils aiment pas vraiment enseigner parce que on a des amphis, 1000 places où on se retrouve à 3000 Ah oui. dans une salle. Il faut se lever très tôt, il faut arriver très tôt à l'université. Des amphis, tu veux dire des amphithéâtres? Des c'est-à-dire amphithéâtres qui sont des salles de cours. des salles de cours. Les plus grands qu'on a à l'université de Yaoundé 1 où j'étais, c'est des amphis de 1000 places. Mais on se retrouvait parfois 3000, 3500. On était très nombreux. Ça fait qu'il y en a qui s'asseyaient par terre. Ah oui. Il y en a qui étaient debout dans les Il corridors. fallait être motivé. Il fallait être motivé, il fallait se lever très tôt. Pour un cours, Pour par avoir exemple, une qui place. devait débuter à 8 heures, il fallait être là parfois à 5 heures. Pour Ah être oui. sûr qu'on va être assis. Et si ton cours était, par exemple, à midi, et qu'il y a une filière qui avait eu cours de 8 heures à midi, juste d'imaginer 3000 qui veulent rentrer, 3000 qui veulent sortir. Donc, Ah là c'était Ah oui. des situations parfois. L'enseignant, parfois, était exaspéré. Parce Bien qu'il y en sûr. a qui criaient, il y en C'est a pas qui les bousculaient. conditions d'enseignement. Oui, c'était pas l'idéal. Parfois, il disait, rendu là, il prend plus de micro. Ah. Il dispensait le cours sans micro. Donc, imaginez 3000 élèves dans un amphithéâtre, sans micro, il fait chaud, on crie. Parfois, au thème de l'enseignement, on n'avait même pas la même version du cours. On se demandait qui a la vraie version du cours. Ah, Seigneur. Il y a l'autre qui disait non, il a dit ça, l'autre, il a dit ça. Ah. On n'arrivait même pas à s'entendre dessus. Qu'est-ce qui était la vraie version du cours? Alors là, tu as vécu un échec pour la première Pour la fois. première fois, j'ai repris ma première année et je l'ai mal vécu. C'était la désillusion. C'était pas ça que je m'imaginais. Je m'imaginais de belles études. Alors, comment tu as fait ton chemin par la suite? Bon, par la suite, je me dis, peut-être que c'est le karma familial qui m'a comme suivi. En troisième année, quand j'étais rendue en licence à ma troisième année, mais là, j'avais repris la première année, j'avais repris la deuxième année, donc ça m'a pris 5 années pour être en cinquième année. Pour être un cursus qui se fait en 3 ans, normalement, Ouais, ça t'a pris 5 ça ans. m'a pris 5 ans. Quand j'étais rendue à ma quatrième année, qui était comme la deuxième année normalement, j'ai connu celui qui était le père, qui deviendra le père de mes enfants. OK. Une belle histoire d'amour, on sera fous amoureux l'un de l'autre. Donc, à ma cinquième année, qui était comme ma troisième année dans le cursus normal, je tombe enceinte. Ah bon, oui, ça t'a ralenti beaucoup. on décide de s'installer ensemble. J'ai mon diplôme malgré tout, mais j'ai plus comme envie de continuer. Je me dis, bon, ça débouche sur quoi? Je suis comme dans une phase où je me dis, c'est quoi l'avenir? Qu'est-ce que je veux faire? Est-ce que je veux réellement faire ça? Alors, tu avais, Docas, le rêve d'être
une professionnelle, Oui. d'avoir un diplôme, Oui. mais finalement, tu te trouves réduite, je dirais, à reproduire le modèle que ton père avait comme Oui, oui, oui. l'intuition. L'intuition, il s'était dit, bon, une fille, ça peut Ouais. pas et tout, bon. Ça a été comme malgré toi un peu ou... Bon, à un moment donné, je me suis dit, peut-être qu'il a raison, en fait. Ah oui, c'est Peut-être que ça ça. sert à rien de lutter, peut-être que c'est mon destin. Parce qu'un jour, dans une discussion, il m'a dit, la réussite pour moi en tant que parent, je me dis que tu as réussi si tu es une bonne épouse. Ah bon. Quel que soit Pour ce lui, que tu es, c'était- ça n'a pas d'importance pour moi. L'objectif, c'est de faire de toi une bonne épouse. Donc, à un moment donné, je me suis dit, bon, Je serai une bonne épouse. je serai une bonne épouse tant qu'à faire. J'ai croisé l'homme que j'aime, on est heureux, j'attends le bébé. Nous sommes allés rencontrer mes parents, mon père, il était tout content. Il se dit, bon, il était content pour moi. Donc, il se disait, bon, c'est la suite logique. Alors toi, tu as bébé Camille? Oui, j'ai Camille, l'aînée, j'ai Angel, la deuxième, et j'ai Joyce, la dernière. Tu travailles pas jamais? C'est ton conjoint? Qu'est-ce qu'il fait dans la vie, lui? Il est dans la construction, il a son entreprise de construction, dont il gagnait bien sa vie. Pour mon père, c'était comme le conjoint. Un bon métier. Un bon métier, bon conjoint qui rapportait beaucoup de sous à la maison et qui se dit, bon, je gagne assez pour que tu veuilles travailler, pourquoi est-ce que tu veux travailler? Ah, t'as voulu travailler. À un moment donné, je me suis dit, mais est-ce que quand j'ai eu Camille et que je le regardais voyager beaucoup, il partait 6 mois pour son travail. Ah là là. Il revenait 2 semaines, j'étais tout le temps seule et je me disais, en moi, il y avait comme ce rêve de jeune fille qui se disait, mais est-ce que c'est ça la vie que je vais vivre jusqu'à la fin? C'est vrai que je m'occupe du bébé, il subvient aux besoins de la famille, il s'occupe très bien de nous, mais est-ce que je voudrais vivre comme ça? J'étais vraiment pas heureuse. Je me disais, je dois me réaliser quelque part. Il y a quelque chose. C'est ça, un désir de réalisation. Un désir de réalisation. Je me suis dit, au fond de moi, il faudrait bien que je fasse quelque chose de ma vie. Et là, le conflit a comme commencé. Lui, il comprenait pas. Pourquoi est-ce que tu veux faire ça? Oui. On est bien. Reste à la maison. Une femme qui veut aller dehors toute la journée, c'est une femme qui n'aime pas sa vie de couple. Okay. Qu'est-ce que je ne te donne pas? Il ramenait la discussion à ça. Pour lui, le fait que tu veuilles te réaliser, c'était un désaveu de sa compétence à subvenir à tes besoins. À mes besoins. C'était, je dois me contenter de ça. Pourquoi est-ce que je veux plus? Et je me disais toujours, il y a comme ma mère que j'avais un modèle, qui, elle a fait des études d'infirmière, qui avait une belle... Oui, je me disais, non, il faut pas. Et c'est comme ça que je commence à me renseigner sur des concours et tout. Je me renseigne, je discute avec mes frères et mes sœurs. Et là, sans qu'ils ne soient au courant au début, parce que lui ne voulait pas. Je m'avais fait comme un concours, parce que les écoles chez nous, c'est quand même sélectif pour rentrer. C'est des concours où parfois il y a 1000 candidats, on veut juste 25 personnes, ou on veut juste 50. Donc je me dis, quitte à rentrer dans le conflit pour quelque chose que peut-être je ne vais même pas avoir au final, à être à la maison, changer les couches, peut-être que je ne pourrais pas rentrer dans ces écoles-là. Et il était en voyage, je m'inscris à un concours, je me prépare, je fais toute la préparation, toute seule à la maison avec mon bébé. Je me prépare et c'est comme ça que j'ai réussi à avoir le concours. Le concours de quoi? De technicienne en radiodiagnostic, technicienne en imagerie médicale, chez nous radiodiagnostic. Je m'inscris au concours, il y avait très peu de places. On était nombreux, plein de candidats. Mais j'ai réussi à passer le concours. Et là, ça me redonne comme un peu confiance en moi. Je me dis, tu peux y arriver. Tu peux y arriver. Tu as fait tes études dans Comment a réagi monsieur en sachant que tu étais reçue? Au début, il n'était pas content. C'était pourquoi tu... Oui. Moi, je me bats assez pour que tu ne manques de rien. Ta place, c'est à la maison, à t'occuper des bébés. Tu avais déjà 2 enfants à ce moment-là? Non, pas encore, parce que c'est quand je passe mon concours et là, je tombe enceinte. Ah oui, d'accord. Oui, à peine je commence l'école, je me rends compte que je suis enceinte de la deuxième. Et c'est comme lui me dit, bon, tu vas faire quoi de la grossesse et tout ça, tu es en première année, faut faire des choix. Tu devrais laisser. Il me dit, non, je pense pas que tu vas y arriver, tu devrais laisser. Et moi, il y avait toujours ce truc qui me disait, bébé ou pas bébé, tu vas y arriver.
La grossesse, ça se passe ici, ça se passe pas là. Pas dans la tête. Et les cours, c'était vraiment exigeant. Oui. C'était 10 heures par jour. Tu étudiais, tu allais à des cours. Oui. Tu les recevais par Internet, non? Non. C'était des cours en en présentiel. Tous les présentiel. stages, c'était en présentiel. Il fallait vraiment... Il y a eu tellement d'obstacles. Rien que la première année, c'était dur. OK. D'accoucher. 2 semaines après, il fallait rentrer en stage. Ah là là, c'est ça. Hein? Donc, j'avais le bébé, le tout petit bébé qui... Je laissais à la maison. Non? Oui. Oui, hein? Je l'allaitais. C'était l'allaitement mixte. Quand Ah j'étais oui. en cours, elle prenait Ah le oui. biberon. Et quand j'étais à la maison, je lui donnais le lait maternel. Mais ça a été un énorme challenge. Surtout qu'en 3e année, je tombe enceinte. Ah bon, ouais, oui. La 3e année, je tombe enceinte. 3e, et là, je me dis, c'est comme la goutte d'eau. Et tout le monde était furieux. Pourquoi tu fais ça? Il fallait des études, il faut savoir ce que tu veux, ou tu veux des enfants, ou tu veux étudier. Mais malgré tout, j'avais de bons résultats. J'ai un camarade qui me disait chaque fois, j'ai honte quand je vois une maman avec autant d'enfants être devant moi, parce que chez nous, les résultats sont toujours par ordre de mérite. Oh là là. Je réussissais à être parmi les 3 premiers ou les 5 premiers de ma classe. Et ça avait le don d'agacer les plus jeunes. Ils me disaient, je peux pas expliquer ça à mon parent. Que toi, tu as les couches, tu as l'allaitement, tu as tout ça. Et tu avais du talent. Il dormait en toi, puis il avait envie de se révéler, de se réveiller. Je me disais, je dois faire plus d'efforts. Tu as été persévérante. Alors, tu as finalement reçu ton diplôme. Oui. Tu as été reçue. Tu as trouvé du travail en imagerie. Par la suite, je trouvais pas de travail parce que chez nous, le monde de l'emploi, c'est quelque chose de... C'est sûr, hein? C'est compliqué d'avoir un travail. Tantôt, je trouvais un travail, c'était loin, c'était hors de la ville, c'était difficile à gérer. Pendant une période, j'ai enseigné. T'as enseigné? À la maternelle. Ah bon? À la maternelle, j'ai enseigné. Vu que j'avais quand même de bonnes connaissances en anglais. Ah bon, Mon premier travail que je trouve, c'est dans l'enseignement. Curieusement, je me dis, tout ce que je trouvais, fallait le prendre. Ah oui, c'est ça, parce que... Et plus tard, je trouve quand même un travail en imagerie. Je le commence, il n'y avait pas la rémunération qui allait avec, il n'y avait pas la radioprotection. La radioprotection, tu veux dire les murs protecteurs pour éviter de recevoir trop de radiation? Trop de radiation, c'était pas vraiment effectif. C'était pas conforme. Oui, c'était pas conforme. Il y avait des dangers pour ta santé? Pour ma santé à moi et pour tous ceux qui venaient aussi là-bas. Il y avait les aérés de paix, il y avait plein de choses. C'était pas vraiment optimal. Du coup, je me dis, me battre autant pour ça. Oui. Parfois, je sortais et à la fin du mois, ce que je gagnais, ça suffisait juste à payer le transport. Ah oui. Pour comme recommencer le cycle. La paye suffisait même pas à se nourrir décemment. Alors, tu cherchais toujours, même si tu travaillais, tu cherchais toujours un autre emploi pour réussir à avoir une vraie reconnaissance. Oui, je me cherchais. C'était comme... je me disais, je dois bien être destinée à faire quelque chose. Il doit y avoir quelque chose qui me passionne. Et finalement, en 2016, il y a ma maman qui décède après. Ah là là. 4 années de maladie, de haut, de bas, ayant fait les complications du diabète. Elle a été amputée d'une jambe. Oh là là. Sa fin de vie a été quand même très, très, très difficile. Tu étais là, près d'elle, non? Beaucoup de navettes. Oui, c'est ça. C'était beaucoup de navettes. Les vacances scolaires, il fallait y aller. Les vacances de Pâques, chaque fois que je pouvais. Elle était hospitalisée plein de fois. Mais comme nous étions une grande famille, elle aussi, ils étaient 8. Donc, elle avait 7 frères et sœurs. Ah oui. Et elle a eu 8 enfants, plus les cousins. Et vu que la famille, chez nous, c'est pas exclusivement le noyau. Oui, le noyau. C'est tout le monde, c'est ton cousin qui est ton frère. Donc, ça fait qu'on se relayait beaucoup. On s'organisait. Beaucoup de personnes ont pris soin d'elle. Oui, elle n'était jamais seule. Elle avait toujours au moins 2-3 gardes malades. Il y avait toujours un de ses enfants, un de ses frères et sœurs, un cousin. On se relayait à l'hôpital à son chevet. Son conjoint qui était là. Mais sur la fin, surtout les 2 derniers jours, vraiment, j'ai très, très, très mal vécu la manière dont elle était comme déshumanisée.
C'était très dur, ça a été très dur à vivre. Il y a des images qui, quand elle est partie, oui, ça me hantait de voir à quel point, rendu en palliatif, quand on savait que bon là, c'est la fin de la fin. Elle est en train de s'en aller, le personnel soignant, c'était pas vraiment... C'est pas ce que tu aurais souhaité pour elle? Oui, il n'y a pas eu beaucoup de respect dans ça. OK. Donc ça a été... Ça t'a ébranlé? Oui, ça m'a bouleversée. Ça t'a bouleversée, touchée? Donc après son décès, j'ai laissé mon emploi, j'ai laissé ma maison, j'ai pris tous mes enfants. C'était avant même les vacances scolaires. Je suis rentrée chez mon père parce que pour lui, se retrouver veuf après seul, 30 ans de vie commune. Et les enfants étaient grands. On venait juste. Donc ils étaient juste vraiment tous les deux. Nous, on venait, on s'en allait. Ah oui, c'est ça. Donc pour lui, c'était très dur. Ta mère, est-ce qu'elle avait fait de sa vie, est-ce qu'elle avait travaillé comme infirmière durant sa vie? Oui. Oui, elle a travaillé comme infirmière dans plein de départements et principalement dans le même hôpital. Où elle est décédée? Bon, quand son état était rendu très grave, on l'a envoyée à la capitale en ville, dans un endroit où on estimait qu'elle pouvait avoir de meilleurs soins, dans un endroit qui était... Ton père, lui aussi, avait fait son métier, avait fait sa vie dans son métier d'infirmier? Oui. Il a fait toute sa carrière comme infirmier, mais il a terminé comme responsable dans un grand... Oui. Lui, il a plus évolué en termes de carrière. Oui, je comprends. Parce que il était un homme. Lui, il aimait ça, oui. Et les hommes, ça évolue quand même plus rapidement que les femmes, pas chez nous. Ma mère, elle aimait ça, son métier. Elle n'était pas intéressée, tout ce qui était administration. Et non. Elle aimait pas ça, elle aimait être sur le terrain. Le contact avec les gens. Avec les gens. Alors là, tu prends tes petits, ta mère vient de décéder, tu t'en vas passer un moment, un séjour chez ton père. Oui, 4 mois. J'ai mis 4 mois avec mon papa. C'était... Important pour toi? Oui, c'était important pour moi qu'il se sente bien. C'était pour lui, l'accompagner? Pour moi aussi, parce que pour moi aussi, c'était très dur. Ma maman, c'était ma confidente. Ça a été très, très dur. Donc lui et moi, il y a des jours où c'était plein de larmes. Ah oui. Il y a des jours où on revoyait les souvenirs, les photos. Il y a des jours où on rangeait les effets. Le deuil s'est fait tout doucement. Mais vers la fin, il se sentait combien? Il me dit, bon, faut que tu vives ta vie un jour. Exact. Il y a la rentrée scolaire qui approchait. Il me dit, il faut que les enfants aillent à l'école, il faut que la vie reprenne son cours. Je me sens... Et c'est dans ces moments-là qu'il me dit, j'avais toujours pensé que c'est important pour quelqu'un d'avoir un homme. Mais là, rendu là... D'avoir quoi, tu dis? D'avoir des garçons. OK, parce que un pour homme. Lui, parce que pas chez nous... Tu as eu 3 filles. Oui, je dis, lui, en tant que parent, de nous avoir, nous les filles... Quand tu fais des filles, on dit non, ça peut pas hériter, ça peut pas, c'est très mal. Mais dans ce deuil, il me dit, c'est où on voit la réelle valeur de sa fille. Il me dit, mes garçons, c'est vrai qu'ils m'appellent, mais ils ont leur vie, ils s'en vont. Ils ont de belles carrières, il dit, mais la présence, ça n'a pas de prix. Ah là là. Il dit... Il a reconnu ta valeur. Il dit, je sais pas ce que je serais devenue dans ce moment-ci si tu n'avais pas été là. Il y a mes sœurs aussi qui s'en venaient, quelquefois dans ces 4 mois-là, qui venaient parfois 2 semaines, 1 mois, elles s'en allaient, elles venaient. Il dit, pendant tout le deuil, j'ai vu juste mes filles. Les garçons, quand j'appelle, c'est non, au bureau, je peux pas m'absenter. Oui, bien sûr, ils avaient des carrières. Ils avaient des carrières. Donc... Alors, après ces 4 mois, tu t'es trouvé un autre emploi? Après ces 4 mois, quand je suis rentrée, c'était comme une évidence pour moi. Je me suis dit, j'ai envie d'être aide-soignante. Je ne sais pas pourquoi, mais je me suis dit, juste, ça me faisait du bien de me dire qu'il ne faudrait pas que d'autres personnes aient ressenti ce que j'ai ressenti. Tu ne savais pas nécessairement ce qu'il fallait faire, mais tu savais ce qu'il ne fallait pas faire. Oui. Surtout que chez nous, les formations en radiodiagnostic, on est comme en tronc commun avec les soins infirmiers en première année. Alors, c'était naturel. Donc, c'est obligatoire. J'avais fait mes stages de chirurgie, de médecine, de maternité. J'avais un peu le tronc commun. Déjà, tu avais vu plusieurs... J'avais vu comme toutes les spécialités et j'avais
Le cursus. Le cursus pour... Même mon employeur, il n'a pas compris. Il me dit, mais pourquoi tu veux faire ça? Je suis qualifiée pour le poste. Ah oui, il me dit, ça. rassure-toi, je ne vais pas te payer plus que le salaire d'aide-soignante. Tu auras un paye d'aide-soignante. Ah mais oui. pour moi, c'était comme... C'était ça qu'il fallait que tu fasses. Je veux le faire. Docas, comment te vient l'idée du Québec? Là, nous sommes tous suspendus à tes lèvres, mais il reste très peu de temps. Il faudra que tu reviennes la semaine prochaine pour nous parler de toute cette histoire, de cette idée de venir au Québec, parce que tu as laissé ton papa là-bas. Il est toujours là. J'ai laissé mon papa là-bas, qui me manque beaucoup, soit dit en passant. J'imagine. Mais je l'ai laissé là-bas. Oui. Tu lui as confié tes enfants aussi. Alors, tu as travaillé un peu comme préposé quand même. Dans mon pays? Dans ton pays. J'ai travaillé comme aide-soignante. Comment? Parce que chez nous, il n'y a pas le métier de préposé. Ça s'appelle aide-soignante. Ça s'appelle aide-soignante. Chez nous, il n'y a pas le métier de préposé. Parce que, en général, les personnes âgées, ils vivent en milieu familial jusqu'à la fin. Oui. Alors, c'est toi qui te déplaces. Non, on déplace même pas. S'ils ont besoin de soins ou s'ils sont malades, ils s'en vont à l'hôpital. Okay. Après l'hôpital, c'est à la maison. C'est toutes les familles qui s'occupent. Des personnes vieillissantes. On les garde à domicile. OK. Jusqu'à la fin. Chez nous, ce métier est vraiment, c'est pas connu du tout. À la limite, s'ils sont sur une longue période d'hospitalisation, ils seront peut-être dans un service spécial, mais préposé aux bénéficiaires tel que connu au Québec, chez nous, c'est pas connu, c'est méconnu. C'est maintenant avec plein de Camerounais qui s'en vont et qui découvrent, qui ramènent un peu, si on peut dire la job chez nous, pas chez nous. Ça commence à devenir une spécialité. Oui, il y a des pionniers qui ont... Docas, je t'arrête. C'est déjà la fin de cette émission. Ah bon, le temps mais vite passé. Comme on n'a pas eu le temps de faire le tour du sujet, je vous convie la semaine prochaine à la suite de ce palpitant témoignage de Docas. À la semaine prochaine.